le thème, comment optimiser son cycle de vente. Et pour en parler, j'accueille David Vautrin, qui est cofondateur de Finalcad, et Thomas Line, qui est directeur commercial France de Salesforce. Merci messieurs pour votre présence. Merci. Alors, pour commencer, est-ce que David, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites chez Finalcad? Chez Finalcad, on essaye de changer le monde de la construction qui est très peu modernisé. Donc on a un peu 30 ou 40 ans de retard sur la plupart des industries dans le monde de la construction. Et c'est très difficile à moderniser parce que c'est un métier où tout le monde travaille sur le terrain avec des bottes et un casque tous les jours. Donc c'est dur, on n'emporte pas son ordinateur sur le chantier. Et donc on emporte, depuis qu'Apple a inventé l'iPhone puis l'iPad, on emporte des tablettes et des smartphones sur les chantiers. Donc nous, on numérise tous les process qui étaient au papier et crayon dans le bloc-notes, dans la poche de la veste, sur des smartphones. Donc c'est des contrôles qualité, c'est le suivi de l'avancement, c'est la communication en temps réel avec tous les sous-traitants, avec les clients, avec la maîtrise d'œuvre. C'est des photos pour reporter tous les problèmes de sécurité, savoir éviter de multiplier, de répéter les accidents. C'est un des secteurs les plus accidentogènes, le BTP. Et in fine, c'est améliorer l'environnement de travail des collaborateurs sur les chantiers. Ok. Voilà. Alors, vous avez lancé Finalcad quand? Vous êtes combien? Est-ce qu'on peut avoir un peu de... Alors, en quelques chiffres clés, on s'est lancé en 2012. On est 150 aujourd'hui. On a fait 3 levées de fonds. Donc, on a fait notre série C début novembre. Donc, maintenant, on a levé un peu plus de 60 millions de dollars. Et on est donc 150 personnes, 80% en Europe, 20% en Asie. L'Asie, c'est difficile, mais prometteur. C'est 43% du marché mondial de la construction, puisque c'est la démographie. Hein. Donc on est sur un marché assez particulier où en France, en Europe, quand on est un éditeur de logiciels qui réussit, on part aux Amériques et c'est le rêve américain. Dans notre secteur, ce n'est pas du tout le cas. Le rêve, il est asiatique. Et donc, c'est une histoire différente. Voilà. Ok. Et alors, vous avez choisi Salesforce lorsque vous avez enregistré une forte croissance et qu'il a fallu mettre en place des outils un peu plus résistants, un peu moins maison peut-être. Quel était le contexte de cette croissance et pourquoi avoir fait le choix de Salesforce à cette époque? Alors, on a été super résistant avant de prendre Salesforce. On a résisté un peu quand même. On a fait comme tout le monde. On a démarré sur Excel. Et c'est quand même bien pratique parce qu'on fait ce qu'on veut. On n'a pas de courbe d'apprentissage, mais ça a beaucoup de limites. On est parti, nous, de façon totalement indépendante au début. Donc en 2011, on était 3 avec une apprentie, jusqu'en assez grosse croissance pour arriver à 30 personnes à l'été 2014 dans notre première levée de fonds, tout en étant financé. Et on a tout gardé sur Excel, on a résisté le plus longtemps possible. Et là, on a un investisseur qui est venu au capital, Serena, qui nous a dit, les gars, il faut mettre un CRM. Et il n'y a qu'un choix possible, c'est Salesforce. Et ils ont eu raison. Vous bossez avec Serena ou... Alors effectivement, on bosse avec un certain nombre des VC français, dont Serena. Et c'est vrai que dans les problématiques de start-up et d'hypercroissance, on va vouloir très vite structurer en fait cette hypercroissance. Et c'est là que le fait d'avoir un CRM, ça permet tout de suite de mettre des bonnes structures en place. Ok. Et alors pour vous, le CRM, c'est un peu compliqué quand même parce que vous avez une multiplicité, une diversité de points de contact. Qu'est-ce que vous attendiez de ce CRM que vous a donc vendu Serena et auquel vous avez résisté jusqu'à finalement succomber? Qu'est-ce que vous en attendiez et quel résultat ça a eu sur Finalcad? Je vais faire un forward-looking statement d'abord. On n'a pas été payé pour dire tout le bien que je viens de dire de Salesforce. Nous, ce qu'on attendait, c'est d'abord de sortir de chaque commercial à son fichier et on n'a pas accès à l'information partagée. Ça, c'est la base, mais c'est le nerf de la guerre. La bonne donnée, bien partagée, bien mise à jour. Plus que ça, c'est d'avoir un impact structurant sur la façon de vendre, la façon d'industrialiser sa vente, de la rendre prévisible, de la rythmer, de la standardiser, de répéter les bonnes pratiques. Quand on commence à avoir 10, 15 commerciaux, c'est pas possible d'en avoir 2 excellents et 10 moyens, il faut que tout le monde monte. Donc le partage d'expérience. Dès 2014, on était à l'international, donc il fallait s'assurer qu'on puisse travailler de la même façon à chaque endroit, même s'il y a des différences culturelles, c'est plutôt 5% l'ordre de grandeur que 50%. Donc on avait besoin de structurer nos process commerciaux. Et donc là, mettre en place Salesforce, ça oblige à repenser ces process. Et on avait besoin de pas mal d'automatisation sur tout ce qui est marketing entrant, l'inbound marketing, l'outbound marketing, pour la génération du pipe. Voilà. Okay. C'est les grandes lignes. Et la structuration des process, comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a un guide pour tous les sales dans le monde entier? Par quoi c'est passé précisément?
il y a des guides de mise en place. C'est dur d'avoir une vision, la bonne vision de ce qu'il faut faire suivant le moment de l'entreprise. Parce qu'en fait, on peut un peu tout faire avec Salesforce. Et la question, c'est de pas mettre... c'est toujours pareil suivant les différents niveaux de croissance. Quel niveau d'organisation on met suivant le niveau de croissance de notre entreprise. Il faut le bon niveau de process et de structure. Et là-dessus, donc on se fait accompagner. Il y a du Customer Success pour bien mettre en place la solution. Assez vite, il faut quelqu'un qui soit vraiment propriétaire du sujet Salesforce, de l'intégration, de la formation. Nous, on a fait l'erreur d'avoir quelqu'un qui connaissait rien et qui n'était pas du tout quelqu'un d'informatique, de développeur pour implémenter Salesforce, donc ça a été laborieux. Il y a un vrai projet de change management aussi à faire. Et un point d'amélioration, moi, que j'avais poussé aux équipes Salesforce sur les startups, c'est d'aider à partager les ensembles de process et de réglages qu'on peut avoir pour une startup avec des startups similaires. Parce qu'en fait, on est plein de boîtes qui ont les mêmes problématiques, les mêmes croissances, les mêmes enjeux. Et en fait, on ne se parle pas beaucoup sur comment on a fait la mise en place, qu'est-ce qu'on a mis en place et quel chemin. Parce que souvent, on est d'accord sur l'objectif. Le chemin n'est pas forcément évident. On peut faire les étapes dans le mauvais ordre et donc se créer des difficultés là où il n'y a pas besoin. Ouais. Alors qu'en plus, la discussion entre startups, je le voyais avec d'autres personnes qu'on avait cet après-midi, c'est le feu là-bas. En fait, le fait qu'une startup du même secteur que soi utilise Salesforce et communique dessus, ça rassure sur le fait que l'outil en fait répond aux besoins et que Disons que ce qui est intéressant, c'est que déjà Salesforce en tant qu'éditeur logiciel, on est quand même un acteur majeur du SaaS. Donc c'est en fait, on est provider sur une industrie ou un modèle économique que l'on connaît très bien. Donc la plupart de nos clients qui font du SaaS, nous on a vraiment une proximité, une résonance parce que c'est un métier que l'on connaît depuis plus de 20 ans. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que indépendamment de l'industrie, il y a quand même quelque chose de très commun sur la partie SaaS qui est un modèle économique récurrent et donc il y a des problématiques de fluidifier, faciliter les devis, de maîtriser son abonnement, la récurrence de son abonnement et ça c'est indépendant de l'industrie. Donc ça, cette expertise-là, nous on l'a et c'est une première dimension qui permet de vraiment se poser les bonnes questions sur comment je peux structurer un business SaaS indépendamment de l'industrie. Bien entendu, dans un second temps, il y a des spécificités au niveau de l'industrie, parce que c'est parce que vous êtes sur un modèle SaaS que vous avez exactement le même panier moyen, les mêmes taux de conversion, vous n'adressez pas forcément les mêmes segments de marché. Et donc toutes ces spécificités-là font que vos processus sont un peu différents des uns des autres et c'est toujours intéressant par contraste de pouvoir dire c'est plutôt de l'inbound dans ton segment, plus de l'outbound dans d'autres cas et pourquoi. Et ça permet, grâce à ce dialogue, d'arriver à configurer et adapter Salesforce par rapport aux enjeux spécifiques de Final Cut ou d'un Doctolib par exemple. Okay. Et est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques pour implémenter les solutions Salesforce au-delà de structurer les process C'est vous. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous avez vues côté Final Cut ou que vous préconisez côté Salesforce? Je pensais qu'on avait des bonnes pratiques et quand j'ai échangé avec d'autres startups qui ont mis en place Salesforce, je me dis qu'on n'était pas dans les meilleurs. Alors est-ce que vous avez des non-bonnes pratiques Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de mettre une personne qui n'a pas l'outillage, les savoir-faire logiciels en administrateur Salesforce au début, ça limite énormément. Du coup, si on fait ça, il faut un intégrateur, il faut quelqu'un qui nous accompagne. Parce que c'est très très riche comme solution. Et il faut un peu d'expérience quand même pour tirer parti de l'outil. Quand vous ne connaissez pas Excel, vous faites des tableaux à double entrée, vous avancez un peu, vous faites des tableaux croisés dynamiques, vous avancez un peu, vous savez du visual basique, et là vous allez beaucoup, beaucoup plus loin. C'est un peu pareil. Si on ne se forme pas, c'est un super outil, mais on va à peine toucher la surface. Donc ça, je pense que c'est très intéressant de le faire. Et autre chose pourquoi on avait choisi Salesforce aussi, c'est qu'on a plusieurs complexités dans la vente. Je pense qu'on n'est pas les seuls, mais on a de la vente physique où on va faire du porte-à-porte sur les chantiers. On a de la vente à distance, on a des démos par visioconférence, on fait des PME, on fait des très grands comptes. Donc on a des cycles de vente à 2 mois, des cycles de vente à 18 mois, 24 mois pour signer un deal à plusieurs millions d'euros. Tout ça en France, à l'international, donc avec une organisation commerciale qui va assez loin, avec des gestionnaires de comptes globaux, des gestionnaires régionaux, des partenaires.
et qu'il y avait une complexité et besoin d'aligner un peu toutes ces équipes et toute cette organisation sur les mêmes pratiques. Voilà. Okay. En termes de bonnes pratiques, je dirais, pour l'implémentation, c'est important de comprendre que un projet CRM, c'est un projet métier avant tout. Et deuxième point structurant, c'est un projet transverse. Parce que la valeur ajoutée, c'est aussi de casser les silos organisationnels, fluidifier le travail entre les équipes marketing pour la partie acquisition, notoriété, avec la partie purement commerciale, pouvoir faire des feedbacks de part et d'autre. Donc il y a vraiment cette partie métier. C'est un projet technique, mais la réussite n'est pas forcément sur la compétence technique pure. Ça va vraiment se poser les bonnes questions et modéliser ses processus, son organisation commerciale, marketing, voire customer success. Et puis après, dans un second temps, confronter cette vision et pouvoir configurer Salesforce pour s'adapter à cette organisation, cette façon de travailler idéale. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point aussi très intéressant, qui est, il y a une erreur qui consiste surtout pour les boîtes qui sont plus technophiles, de se dire, bon, voilà, moi j'ai une compétence technique, donc je peux mettre en place un CRM, puisque c'est un projet technique. Sauf qu'il y a deux points intéressants sur ce cas-là, c'est que, c'est pas parce que vous avez des ressources techniques que c'est dans votre intérêt stratégiquement d'allouer ces ressources sur un projet CRM, parce que vous avez peut-être besoin de ce talent technique pour votre produit phare et ainsi de suite. Après, il y a aussi la problématique de l'adoption, la conduite de changement et adapter son Salesforce par rapport à ces contraintes métiers qui forcément vont évoluer au cours du temps. Donc il y a une erreur qui consiste à mettre en place son CRM, et après de ne pas le faire évoluer. Ouais. Donc en termes de bonne pratique, il faut vraiment garder, et c'est là où je rejoins David, de l'importance d'avoir, surtout au niveau, quand on atteint une certaine taille critique, par exemple vers 30, 40, 50 employés, de vraiment investir pour devenir autonome sur son Salesforce, pouvoir le faire évoluer au fil de l'eau. Okay. Et alors chez vous, concrètement, comment vous avez maximisé les bénéfices du coup de l'outil ? Un truc qu'on a compris assez vite, c'est la résistance au changement. Quand on avait fait plusieurs années dans l'équipe commerciale avec Excel, on sait ce qu'on lâche, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Il y a toujours un peu de crainte, c'est classique dans des projets logiciels. Donc c'est exactement ça, il faut prévoir ce changement. Et il y a des méthodes qui sont classiques dans le logiciel, mais quand on n'est pas éditeur de logiciel et qu'on prend Salesforce, on connaît peu forcément ces pratiques-là. Donc notamment de s'appuyer sur des champions, des gens qui changent facilement de techno, qui vont pouvoir la transmettre aux autres équipes, parce qu'on peut pas accompagner chaque commercial tout de suite dans l'adoption de l'outil. Donc ça, je pense qu'il faut entraîner les gens dans la communauté. Et voilà. Et aujourd'hui, maintenant, il y a Trailhead Academy, on fait des lots de formation personnalisés pour nos équipes. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas quand on s'est lancé, qui sont vraiment des facilitateurs de déploiement. Donc, par exemple, là, David parlait de Trailhead. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est la plateforme de e-learning de Salesforce qui est gratuite. Donc, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir créer un écosystème, en bonne santé, et donc de donner la possibilité aux uns aux autres de pouvoir se former sur la plateforme Salesforce. Et là, encore une fois, derrière ça, c'est de pouvoir avoir une autonomie et d'être vraiment en contrôle de son Salesforce. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des tactiques, on va dire, soit grâce à la plateforme, soit des tactiques plutôt organisationnelles qui permettent de privilégier l'alignement et l'adoption, qui sont par exemple, moi je suis directeur commercial, quand je vais faire une réunion avec un de mes commerciaux, lorsqu'on va parler d'opportunités, je vais ouvrir mon Salesforce et en fait, je ne vais parler que de ce que je vois dans mon Salesforce. Et traditionnellement, ce qu'on dit, c'est ce qui n'existe pas dans l'app. Et l'app dont je parle, c'est l'instance Salesforce de Salesforce. Ce qui n'est pas dans Salesforce n'existe pas. Ce qui n'est pas dans l'app n'existe pas. Donc, ça force un comportement vertueux. Et aussi, il y a, je dirais, au niveau du leadership, il faut montrer l'exemple. Donc, si la hiérarchie et le leadership n'utilisent pas Salesforce, c'est un peu difficile de reprocher à un commercial le fait qu'il ne l'utilise pas. Et alors là, on parlait conduite du changement et implémentation de la solution. Comment est-ce que concrètement, vous l'utilisez chez Final 4 ? Comment est-ce que les sales s'en servent ? C'est
C'est quoi les atouts pour vous? C'est très large, parce qu'en fait, c'est pas seulement sales. Il y a un défaut maintenant dans le nom de Salesforce avec l'évolution de l'entreprise, c'est que c'est beaucoup plus large que les ventes. Donc c'est vente, marketing, ça va être aussi tout ce qui est service client. Nous, on a une partie de notre cloud qui est chez Salesforce, c'est Heroku. On va embarquer, on va faire une Final Academy pour laquelle on va utiliser le moteur Trailhead. Donc on va vraiment pouvoir avoir une espèce d'approche 360 pour le client à travers Salesforce. Bon, beaucoup plus que la force de vente, première remarque. Après, nous, quand on a mis en place Salesforce, donc ils n'étaient pas encore très matures sur l'automatisation marketing. Donc on avait HubSpot pour la market automation et Salesforce uniquement pour les ventes. Donc on a essayé de connecter ça du mieux possible. C'est vrai qu'idéalement, il faut mieux avoir tout en natif pour pas avoir d'échange de données à faire. Parce que quand on a deux bases de données, qu'il faut bien les connecter, qu'on a des problèmes, si on peut éviter ce problème-là, c'est mieux. Donc là, il y a Pardot qui est très bien, qui est complètement intégré maintenant. On l'utilise, nous, donc, en suivi des leads, en lead gen dès le début. Donc, tout ce qui est lead entrant, de l'inbound, ça rentre dans Salesforce, c'est scoré. Derrière, c'est travaillé par les équipes de lead gen. On a tous tout le lead scoring et après, les pistes sont travaillées par les équipes commerciales. On gère les territoires. Chacun sait sur quel compte, sur quelle géographie il travaille. Il y a des règles d'automatique. Si quelqu'un nous contacte, qu'il n'est pas contacté dans un délai imparti, par exemple une journée, on le redonne à un autre commercial qui va pouvoir répondre tout de suite parce qu'il faut répondre vite aux clients ou aux prospects. Donc tout ça, c'est des règles d'automatisation qui s'assurent que on n'a pas quelqu'un qui reste sur le côté du chemin oublié. Voilà, et que tout le monde suit finalement les règles, les standards de qualité que nous on s'impose en tant qu'organisation commerciale. Parce que même avec nos prospects, on doit un niveau de qualité et de service qu'on doit à nos clients également. Voilà. Okay. Et ces règles donc, sont vraiment venues avec Salesforce ou il y avait déjà quand même des règles avant et vous on ne pouvait pas vraiment les suivre. Hors Salesforce, on ne peut pas les suivre. C'est beaucoup trop manuel et quand on est à fond dans l'exécution, c'est des choses qu'on zappe. Donc on ne le fait pas. On voudrait le faire, mais on ne le fait pas vraiment, tant qu'on n'a pas la plateforme. Ok. Donc on parle de lead, on a aussi parlé pendant la Après, préparation. Après, toute la suivi jusqu'à la signature, évidemment. Et puis le renouvellement. Quand on est en SaaS, c'est du récurrent avec renouvellement. Il ne faut pas churner, il ne faut pas perdre ses clients. Donc il y a tout ce suivi-là. C'est tout le cycle de vie du client derrière. Et nous, on a la chance de travailler avec des très grands comptes sur lesquels on a une profondeur de business énorme à pouvoir les chercher. Donc on gère le renouvellement, le cross-sell, l'upsell, les différentes business units, les différents métiers, les différents pays. Donc pour nous, c'est un terrain de jeu immense. On est loin de voir le bout. Ouais, et on parlait justement de prédictif, et là on l'a un peu abordé. Quel est l'impact chez vous de la data en ce qui concerne toutes les décisions stratégiques liées à FinalCAD Alors l'impact aujourd'hui, c'est plus de nous aider à challenger notre go-to-market. Parce qu'on se dit, voilà, on fait du business sur les grands comptes, sur des plus petits comptes, sur des zones géographiques, sur des métiers particuliers. Et on a des hypothèses qu'on doit transformer en carnet de commandes. Et finalement, au fil de l'eau, on voit ce qui prend moins. Et donc, ça nous permet d'ajuster le tir, de recadrer, non pas au semestre ou au trimestre, mais assez rapidement. Et donc ça, c'est une agilité sur laquelle on a progressé alors qu'on a monté en échelle. Donc ça, c'est excessivement précieux. Voilà, ça nous permet vraiment, si on se trompe de tir, de s'ajuster au fil de l'eau. Et donc d'être beaucoup plus... J'allais dire successful, mais on avait dit pas de mot anglais dans la présentation. Peut-être de beaucoup mieux réussir ses objectifs. Je vais essayer de compléter la réponse de David en français. Ce qui est intéressant avec Salesforce, on a parlé tout à l'heure de l'adoption, de mettre en place ce cercle vertueux de l'adoption, de l'utilisation. Il y a un élément aussi essentiel, c'est cette capacité à pouvoir être très analytique par rapport à son métier. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'une des grandes forces de cette solution, c'est en fait les capacités de pouvoir faire des tableaux de bord et des rapports sur vraiment tout ce qui est dans le CRM. Et c'est là où, si vous lancez par exemple une nouvelle offre commerciale, vous allez forcément avoir besoin de mesurer l'exécution sur le lancement de ce nouveau produit ou de ce nouveau tarif, ainsi de suite. Et c'est là où cette capacité à pouvoir avoir de la donnée en quasi temps réel sur la qualité des leads, la qualité du pipeline commercial en fonction des stages et la maturité des étapes. Merci. Et donc cette capacité à vraiment se poser les bonnes questions et d'avoir une aide à la décision, ça permet vraiment d'accélérer et de s'améliorer continuellement sur le point de vue de l'excellence opérationnelle.
Et j'irais même plus loin en disant que parfois, ça vous donne une vision et des insights, pardon pour le mauvais terme en français, ça vous donne vraiment des insights sur des choses que nous n'avez pas forcément vues sur tel ou tel segment de marché, tel ou tel produit. Et ça permet vraiment une agilité pour pivoter, changer, vraiment en quasi temps réel. Et comment elle s'est traduite, cette agilité, chez vous, concrètement, l'impact de Salesforce sur les décisions, etc. Concrètement, ça veut dire qu'on revoit la revue du pipe, elle est assez régulière, et tous les mois, on peut réattribuer des territoires ou des comptes et changer des priorités. On s'ajuste vraiment très rapidement au fil de l'eau, suivant les évolutions et les réponses. Ça nous aide aussi à hiérarchiser nos actions marketing. On est capable de mesurer l'engagement réel et le bénéfice sur le pipe ou sur le chiffre d'une campagne LinkedIn, d'un événement, etc. Donc ça nous permet d'être précis et d'avoir une culture des chiffres. Parce qu'un commercial, c'est un commercial, donc quand il sort d'un rendez-vous, il vous dit c'est génial, on va signer. Mais derrière, il faut aller voir le rapport, les chiffres, les taux de transformation, les délais entre les différentes étapes du cycle de vente. Et là, les chiffres sont têtus. L'objectivité nous permet d'être prévisible et je pense que c'est la valeur d'un système tel que Salesforce, c'est de rythmer, de structurer l'activité et de la rendre le plus prévisible possible. Et ça, c'est une culture chiffre qu'il faut mettre dans une équipe commerciale. Et est-ce qu'on peut avoir des métriques je n'ai pas dit métriques. Est-ce qu'on peut avoir des métriques sur ce que ça a eu comme effet concret? On a une belle croissance. Non, on ne communique pas sur nos chiffres, donc je ne saurais pas quelle métrique vous donner. Et est-ce que l'équipe Sales, par exemple, a grossi pour prendre en main l'outil, ou est-ce qu'à l'inverse, ça permet de rationaliser aussi un peu les investissements humains qu'on fait? On a investi pour transformer au début, pour le change management. Maintenant, ça a facilité énormément l'intégration des nouveaux. C'est le jour et la nuit entre avant et après. Comment ça facilite leur intégration? Comment est-ce que ça facilite leur intégration? Alors ça facilite parce que tous les process sont déjà en place. Donc dans leur processus de formation commerciaux, ils ont un onboarding qui est fait par le manager, un onboarding qui est intégré à Trailhead, qui est des modules Salesforce que nous, on a choisi et packagé pour l'équipe commerciale. Donc un commercial qui arrive, il a son auto-formation, il a ses badges à passer, ça fait partie du onboarding. Il ne valide pas sa période d'essai s'il n'a pas ses badges. C'est obligatoire. Okay. Et donc, c'est une façon de bien accompagner, nous, nos collaborateurs, quand on les recrute. C'est confortable pour eux, on leur donne finalement toutes les chances d'être en succès. Et voilà, donc on a toute la panoplie, on est bien outillé pour ça, donc c'est précieux. Okay. Moi, ce que j'ai rajouté là-dessus, c'est en fonction de votre secteur d'activité, en fonction du segment que vous ciblez, vous allez avoir typiquement un processus de vente en 5, 6, 7, 8 étapes, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez fait un effort déjà au début pour formaliser ces différentes étapes. Vous avez fait un effort pour comprendre les prérequis pour sortir d'une étape, pour aller à l'étape suivante, et ainsi de suite. Et en fait, si vous êtes en capacité de modéliser cela, d'accompagner le commercial en lui expliquant, donc il est dans son CRM, il voit que pour passer de l'étape, la phase 1 à la phase 2, il a dû valider qu'il y a un budget, qu'il a bien posé toutes ces bonnes questions. Ça aide vraiment à, en fait, si vous avez fait votre travail de formaliser ce processus idéal, cette excellence commerciale, en fait, quand vous êtes en hypercroissance, vous avez un problème de talent, vous embauchez. Et là, typiquement, plus vous êtes en capacité de réduire le temps d'onboarding de ces nouveaux, plus vous êtes en capacité d'élever le niveau général, moyen de cette force commerciale, forcément, ça se traduit par un meilleur taux de transformation, de conversion. Ça se traduit automatiquement par une réduction du cycle de vente potentiellement ou une taille d'affaires plus importante. Et c'est là où cet accompagnement que la solution elle-même vous apporte aide par rapport à cette structuration commerciale, cette hypercroissance, où parfois vous n'avez pas le temps de vraiment vous poser et faire les choses correctement parce qu'on court un peu partout à droite à gauche. Et on parlait des écueils tout à l'heure, de Final Cut lors de l'implémentation. Est-ce que Salesforce est venu régler des trous dans la raquette que vous aviez avant? Et si oui, c'était quoi? Alors, trous dans la raquette. En tant qu'équipe commerciale Alors, toutes les équipes
confondus? Est-ce qu'il y avait vraiment des pain points que... Oui, il y avait le vrai pain point classique du commercial qui plante ses drapeaux sur son territoire et qui partage pas ses contacts, sa base client parce que c'est mon client, je protège mon territoire, un classique. Donc l'outil permet de s'affranchir de ça. Ça, c'est un grand classique. Après, moi, ce que je trouve surtout, c'est que ça ouvre, en fait, il y a plein de possibles qu'on n'avait pas vu quand on a démarré avec Salesforce, qui se développent de plus en plus. Voilà, donc là, on a le Trailhead qui arrive, on a le portail client. Trailhead, c'est leur centre de formation interne, où lequel nous-mêmes, on va pouvoir mettre des modules Final CAD pour nos clients, qu'on va pouvoir dire, je travaille pour un grand compte en France, au Japon, peu importe. Je peux permettre d'onboarder différentes populations avec des parcours types. Donc un directeur travaux, un ingénieur travaux, un sous-traitant qui est invité sur un projet, je vais pouvoir lui faire passer les badges pour être sûr qu'il soit bien formé, qu'il ait les bonnes pratiques dans l'outil. Donc nous, on a pas mal de clients internationaux qui sont sur une dizaine, quinzaine de pays. L'interculturalité, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc ça, c'est des facteurs de passage à l'échelle. On avait imaginé le faire de nous-mêmes. Bonne nouvelle, on n'a pas besoin de le développer. L'infrastructure est là. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre nos programmes dedans. Donc ça, voilà, ça c'est des choses qui sont vraiment structurantes, des accélérateurs. Oui, en fait, c'est la petite histoire derrière Trailhead. En fait, c'est effectivement cette plateforme de e-learning qui est ouverte, qui est gratuite. Nous, on l'utilise en interne chez Salesforce pour former tous nos employés. Par exemple, il y a eu la RGPD il y a maintenant plusieurs mois, un peu plus d'1 an. Donc on utilise Trailhead en interne pour avoir un module de formation. Il y a de la gamification, pour justement vous récolter des badges. Et donc ça permet d'apprendre tout au long de sa carrière au sein de Salesforce. Et après, l'idée, c'était de dire, tiens, moi j'ai un module d'e-learning, je l'utilise à la fois pour évangéliser et former les professionnels sur Salesforce. Je l'utilise en interne chez Salesforce pour former les employés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un service qui s'appelle Mile Trailhead, que vous pouvez bien entendu souscrire, qui permet de vous mettre votre contenu et former vos employés sur n'importe quel de vos produits, de vos problématiques, en utilisant cette plateforme SaaS, du cloud, pour pouvoir vraiment former et industrialiser cette formation. Et est-ce que ce qu'on vient de se dire là, compliqué, s'applique à toute typologie de boîte? Est-ce que ça start-up, PME, ETI, ou est-ce que il faut déjà atteindre un certain stade de maturité avant de mettre tout ça en place? Moi, je pense qu'il faut un stade de maturité, mais si je relançais une start-up demain, je pense que j'aurais la maturité le jour 1. Okay. Je pense qu'il faudrait mieux partir tout de suite sur des bons rails plutôt que d'avoir à gérer une transformation et changer les pratiques. Mais effectivement, ce n'est pas une question de taille d'entreprise, c'est plus est-ce que l'équipe est dans cet état d'esprit, à cette connaissance-là. Voilà. Parfois, on a une offre à créer, on a des clients à aller voir, ça part très vite et on n'a pas le temps de se soucier du CRM parce qu'on a un super succès. Tant mieux, ça viendra plus tard. Mais je pense que c'est plutôt l'exception. Moi, ce que je vois d'expérience, c'est plutôt, il y a deux grandes écoles. La première, c'est, voilà, je suis une start-up, je n'ai pas beaucoup de ressources, donc mon premier réflexe, ça sera d'essayer d'économiser un peu à droite à gauche. Donc, je ne vais pas essayer forcément de m'équiper d'une solution CRM, je vais partir d'une feuille Excel. Après, la problématique de cette approche, c'est le jour où vous allez avoir un peu du succès, vous allez appuyer sur la pédale d'accélérateur. C'est comme si un peu vous essayez de réparer votre avion ou de construire votre avion et vous le pilotez en même temps. Donc est-ce que vous avez vraiment tous les moyens et le loisir de le faire dans les meilleures conditions? Pas forcément. Et la deuxième école, c'est souvent les startups qui réussissent peut-être le mieux, avec des cofondateurs qui ont une vision et une ambition assez clairement définie et qui aujourd'hui peut-être sont 5 employés, 10 employés, 15 employés, mais qui réfléchissent déjà à, bon voilà, dans 18 mois, 24 mois, on sera 150. Et donc, logiquement, si on réfléchit comme ça, on va commencer à se structurer suffisamment tôt pour pouvoir, le jour où on est à ce niveau de croissance, être vraiment pas dans l'urgence et dans des contraintes de je suis un peu en difficulté parce que j'ai un peu une usine à gaz, j'ai des outils qui ne sont pas bien intégrés les uns aux autres et ça freine ma croissance. C'est là où ça devient paradoxal. Ok, merci beaucoup. Pour clore cette table ronde, ce panel, est-ce que vous avez un conseil ou un enseignement à donner aux startups et aux entreprises qui voudraient implanter un CRM? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut retenir que Salesforce, c'est pas que sales.
C'est beaucoup plus large que ça. Maintenant, on parle souvent sur une industrie d'une offre 360. Et il faut bien regarder ce que ça fait. C'est assez large, c'est assez riche. Et ça peut être une espèce de super machine à industrialiser son entreprise très forte. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup à gagner. Okay. Moi, ce que je dirais, c'est vraiment prendre le temps de bien réfléchir sur ces processus, formaliser l'existant, mais surtout formaliser, on va dire, le modèle idéal, l'organisation idéale, pour pouvoir vraiment partir sur ces bases-là. Okay. Merci beaucoup David, merci beaucoup Thomas. C'est la fin de cette journée. C'est l'heure d'aller boire du champagne, mais je vous conseille de rester là parce qu'il est chaud. On y va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Et juste pour information, vous retrouverez tous les contenus de cette journée sur Madines et sur Salesforce d'ici la rentrée. Voilà. Merci beaucoup.